Chaque semaine, il déposait une rose blanche sur le marbre poli. Et chaque semaine, il repartait comme si rien n'avait de prise sur lui, les pas lourds, le regard vide, la main toujours plus tremblante. Ce matin-là, la brume riait doucement autour des pierres tombales, effaçant les contours des noms, et Ricardo Montenegro resta plus longtemps que d'habitude devant la stèle. Son doigt effleura une inscription qu'il connaissait par cœur. Il répéta le geste comme pour convaincre son corps que le froid du granit était réel, que la perte l'était aussi. Il avait appris à mesurer le temps avec cette visite. 4 kilomètres depuis la porte d'entrée de son domaine jusqu'à la colline du cimetière, des négociations à midi, des réunions le soir, et à l'aube, toujours l'aube, une rose qu'il glissait dans le creux du nom sculpté. Les employés disaient parfois, avec une crainte à peine dissimulée, qu'il vivait pour cet instant. Les photographies de l'autre fois, celles où il souriait, aux côtés d'une petite fille aux taches de rousseur, étaient désormais rangées dans un tiroir que personne n'osait ouvrir. Il laissait la maison respirer sans lui. Il y avait des détails qui refusèrent de se ranger dans les certitudes. Un matin, une photographie avait atterri dans sa boîte aux lettres, une image prise furtivement, floue, d'une femme qui portait un manteau trop grand et marchait la tête baissée dans une rue lointaine. Au verso, juste 3 mots. Elle est vivante. Ricardo avait d'abord cru à une plaisanterie cruelle. Il avait appelé l'avocat, avait demandé des vérifications. On lui avait répondu que les cendres de sa fille avaient été dispersées selon sa volonté, signées, scellées. Les papiers étaient irréfutables. Pourtant le doute s'était installé comme une graine, minuscule mais tenace, dans le sol de sa raison. La fille qu'il avait appelée sa fille depuis 15 ans, Elena, n'était pas née de son sang, mais de son choix. Il l'avait adoptée après des années de nuits blanches dans lesquelles il comptait les profits comme on compte des victimes. Elle était arrivée comme un désordre d'enfance dans son monde lisse. Elle l'avait forcé à apprendre la tendresse et à prendre des pauses dans des agendas qui pulsaient au rythme des marchés. Elle était la main qu'il avait tenue face à la bureaucratie, la voix qu'il avait calmée après la perte d'un contrat. Elle était l'évidence qu'aucune transaction ne pouvait acheter. Sa disparition avait cassé quelque chose d'irrémédiable. Le protocole de l'entreprise avait marché comme une machine immuable. Déclarations, condoléances, obsèques publiques. Les unes après les autres, les caméras avaient sans quitter la maison, mais le silence était resté. Les employés murmuraient encore son nom dans des couloirs étroits et, parfois, au détour d'un atelier, un ouvrier baissait les yeux en parlant d'elle comme d'une présence familière. Pendant qu'il faisait sa ronde au cimetière, les souvenirs lui revenaient en éclats. La première fois qu'il l'avait vue dans un centre d'accueil, la petite effrontée qui avait tenté d'arracher sa cravate. La promesse qu'il s'était faite en la serrant dans ses bras, de l'aimer comme un père, quoi qu'il en coûte. Il avait cru tenir parole. Il n'avait pas su voir la tempête qui s'élevait autour d'elle. De l'autre côté de la ville, dans un appartement sans nom, une femme arrangeait soigneusement un petit paquet. Elle évita le miroir. Ses mains tremblaient moins que les siennes. La vie laissait sur elle des marques plus internes, plus sourdes. Elena avait appris à parler autrement, à changer son accent, à utiliser un prénom qui n'était pas le sien. Elle connaissait chaque craquelure de son visage sous cette fausse identité. Elle connaissait chacun des mensonges qui s'entassaient pour tenir un seul vrai dessein. Protéger les autres, découvrir la hiérarchie de la violence qui, sous couvert d'affaires propres, avait tué des vies et étouffé des voix. Elle avait disparu de façon qu'on avait dite plausible aux yeux des autorités et des proches. Elle avait accepté de disparaître parce qu'elle n'avait pas d'autre stratégie face à l'étendue du mal qu'elle avait découvert. Pots de vin, dossiers truqués, accidents masqués en erreur. Les mêmes hommes qui signaient des contrats juteux avec son père envoyaient à l'usine des pièces défectueuses pour économiser sur des normes de sécurité. Des vies avaient été brisées pour que les courbes des bilans restent lisses. Quand elle avait voulu alerter, on avait essayé de la réduire au silence. Menaces, intimidations, une nuit où elle avait senti que quelqu'un frappait trop fort à sa porte. L'aide qu'elle avait cherchée n'était pas venue. Elle avait choisi la stratégie la plus violente qu'elle connaissait, se retirer pour étudier mieux l'ennemi, recueillir preuves et témoignages, arracher les racines du système. Elle avait des alliés discrets, un médecin nommé Augustin, qui connaissait la vérité des corps, et avait proposé son aide sans poser trop de questions. Une ancienne employée, Donna Maria, dont la mémoire était un trésor de petites confidences sur des transactions étranges. Un journaliste indépendant qui chevauchait le danger pour une phrase juste. Mais même avec cet horizon de compagnons, l'isolement pesait. L'empreinte la plus insoutenable de son retrait restait l'image du père, immobile devant une tombe, chaque semaine avec sa rose blanche. Il y avait des nuits, quand elle lisait les courriels interceptés ou qu'elle écoutait un enregistrement récupéré dans un coffre, où elle se demandait si elle avait bien fait. Elle avait pensé qu'en prenant sur elle le poids de la disparition, elle protégerait la vie de Ricardo, le préserverait des représailles, le tiendrait à l'écart des dossiers dangereux. Elle n'avait pas imaginé la maladie du deuil. Le deuil avait mis ses griffes partout,
privant un homme de sommeil, le vidant d'appétit, l'enfermant dans des routines qui ressemblent à des prières, mais n'en sont pas. Elle avait gardé cette image comme un chiffre aigu dans sa poitrine. Ricardo, agenouillé, une rose entre les doigts, la pluie qui tombe, et elle cachée, incapable de franchir la distance pour le prendre dans ses bras. Il y avait une autre vérité, plus intime, qu'elle n'avait confiée à personne. Durant les mois de clandestinité, elle avait appris qu'un enfant grandissait en elle, et qu'elle l'avait perdu. Le diagnostic n'était sorti que dans la langue froide d'un médecin, pourtant le silence qui suivit avait été plus brutal que tout épais rapport. Elle avait pensé à garder cette douleur pour elle, à l'enterrer avec l'obligation du secret. Mais chaque fois qu'elle la sentait surgir, elle voyait la figure de Ricardo et la culpabilité accredée. Était-ce son choix qui avait conduit à cette perte? Ou était-ce le prix à payer pour la vérité? Elena travaillait silencieusement. Son quotidien était un agencement d'observations et de petites victoires. Un extrait de compte bancaire, une facture falsifiée, la signature d'un intermédiaire qui liait du nom d'un homme de loi corrompu à une série de transferts suspects. Elle remettait ses pièces aux journalistes en pointillés, jamais toutes ensemble, pour éviter que le réseau, s'il soufflait sur l'une d'entre elles, ne découvre la totalité. Elle savait aussi que la publication seule ne suffirait pas. Il fallait une opération de police, il fallait que la preuve puisse tenir un tribunal, il fallait surtout que Ricardo survive au choc. Cette prise de risque attirait l'attention. Des ombres observaient en ses déplacements. Un homme à l'œil dur, trapu, arpenta certaines nuits les mêmes rues où elle se cachait. Ses intentions n'étaient pas voilées. Il cherchait à l'extorquer, à tirer du silence une monnaie destinée à calmer d'autres loups plus gros encore. Ces hommes n'étaient pas des figures barbares sorties d'un roman. Ce n'étaient que des salariés d'un système foutrement bien huilé, des exécutants, des avocats, dont la morale s'achetait en billets récurrents, des conseillers en communication qui savaient maquiller tout comme on peint un mur décrépit. De l'autre côté, Ricardo recevait des appels anonymes. On lui livra des images, parfois des menaces voilées, parfois des preuves qu'on disait compromettantes. « Gardez le silence », chuchotèrent les voix. Il ne répondit pas. Il ne savait comment répondre. Ses collaborateurs, soucieux et nerveux, tentèrent de le protéger en triant l'information, mais il savait que les réseaux qu'il avait nourris pendant des années ne l'abandonneraient pas à l'heure du besoin. Il y avait une ironie amère dans ce constat. Celui qui avait bâti des fortunes et des alliances se trouvait désormais à la merci d'allégeances qu'il n'avait pas su mesurer. Une matinée, assis dans son bureau, Ricardo contempla une montre arrêtée sur son bureau. Un rappel brutal du temps figé. Il se surprit à imaginer des issues extrêmes. L'idée, furtive et dangereuse, traversa son esprit. La main se referma sur un dossier, et il se retint. Elle était là, la frontière entre la chute et la colère qui menaçait de le dévorer. Les employés commencèrent à parler de problèmes de santé. Il travaille trop. Il ne mange pas. Il dort peu. Mais personne ne dominait la vérité qui faisait vaciller l'homme, le mensonge qui avait prétendu rendre justice en le protégeant. La ville devint un terrain miné de faux-semblants. Les réunions qui autrefois se déroulaient dans une opulence aseptisée se transformaient en ateliers d'angoisse pour ceux qui redoutèrent la chute. Elena avait un document qui, s'il tombait entre de mauvaises mains, ne ferait qu'aggraver la pression. L'ombre de maître Ramalho, un avocat dont la rigueur masquait la corruption, planait en arrière-plan. Lui et ses complices avaient des moyens et des stratégies. Ils savaient comment muer les plaintes en poussière, comment retourner des témoins, comment tasser les dossiers, jusqu'à ce qu'ils ne ressemblent plus à rien. Dans une rue secondaire, Elena fut bientôt confrontée à l'un des hommes de la chaîne, un exécutant nommé Joachim. C'était un de ces visages qui ne prend pas la peine d'être méchant, et qui l'est pourtant. Il surgit sans prévenir près d'une bouche de métro. Elle sentit la présence comme on sent le tonnerre avant la pluie. Joachim fouilla son sac, fouilla son téléphone, chercha à y faire un trou pour en insinuer la peur. Elle sentit ses doigts se refermer autour d'un geste familier. La nécessité de ne pas s'affoler pour ne pas tout compromettre. Elle se retira sans anicroche apparente, mais l'homme avait marqué ce qu'il avait vu. Le visage, la manière dont elle avait serré une photo, le nom griffonné sur un papier. Les risques montèrent d'un cran. Des courriels anonymes parvinrent au secrétariat de Ricardo. Menaces voilées, insinuations, bribes de vérité qui frappèrent le cœur de la maison. Un soir, quelqu'un griffonna « Si tu tiens tant, viens me voir au cimetière » sur la stèle d'une autre tombe voisine. Un avertissement qui ressemblait plus à un jeu cruel. Ricardo, qui se savait déjà guetté, se replia dans sa routine comme dans un abri fragile. Elena n'avait pas choisi la facilité. Chaque fois qu'elle pensait au visage de Ricardo, elle sentait la culpabilité la mordre au flanc. Il y avait une logique pragmatique derrière son effacement. En disparaissant, elle espérait priver ceux qui voulaient la faire taire d'un levier sur lequel s'appuyer. Mais la logique pratique ne prévenait pas l'effet sur ceux qu'on aimait.
Et le cœur humain n'est pas une équation binaire. Il n'offre pas que des solutions nettes. Un après-midi, elle rendit visite à Donna Maria, qui travaillait encore de temps en temps dans les cuisines de la maison. La vieille femme avait des mains qui connaissaient chacune des miettes d'une cuisine et une mémoire qui revenait parfois sur des noms chuchotés au fil des années. Elles se parlèrent à voix basse. Helena la remercia pour un petit acte de fidélité, la transmission d'une anecdote sur la petite qui aimait le chocolat et qui cachait des trésors sous l'oreiller. Rien d'utile pour une enquête. Mais tout ce qui rappelle l'homme qu'on a aimé est une preuve contre l'oubli. La rumeur grandit. Au siège de l'entreprise, les dirigeants débattaient à voix basse. Fallait-il publier un démenti? Fallait-il lancer une contre-enquête? Les légistes de la réputation proposaient des manœuvres de diversion. Helena y voyait un cercle vicieux. Couvrir la vérité maintenant, c'était laisser prospérer la violence qui pourrait un jour frapper d'autres familles, d'autres employés. Mais dire la vérité risquait de détruire l'homme qu'elle aimait. Le dilemme la crevait. Un soir, Ricardo reçut un paquet contenant un petit livre pour enfants, celui que sa fille avait préféré. Et à l'intérieur, un message griffonné. « Si tu veux savoir, viens au cimetière dimanche à l'aube. Je te parlerai. » Le message n'était pas signé, mais la plume avait un tremblement qui ressemblait à celle de sa fille. Il prit la rose, comme tous les dimanches, mais cette fois, il la serra si fort qu'il eut mal à la paume. Était-ce un pieu de l'espoir? Une mise en scène? Ou un piège? Tout à coup, la banalité du geste, déposer la fleur, pesa comme une décision qu'il fallait prendre en connaissance de cause. Après son tour habituel au cimetière, Ricardo rentra chez lui et contempla les murs pleins de photos. Il s'assit dans un fauteuil, prit l'album le plus abîmé et revint sur une nuit lointaine. La pluie, la petite qui avait pris son doigt pour une encre, le contrat d'adoption signé sous une lampe fatiguée. « Je serai ton père », lui avait-il dit à l'époque, sans savoir que cette phrase deviendrait un serment capable de le retenir à un monde qui s'effondre. Le dimanche arriva avec un ciel bas. Le vent portait l'odeur de la terre humide. Le cimetière était presque vide. Ricardo n'était pas seul quand il posa la rose. Une silhouette se tenait à distance, adossée à l'ombre d'un cyprès, observant. Il crut d'abord à un inconnu, à un journaliste zélé, à un fan macabre. L'homme fit un pas, puis deux. Son cœur se contracta à l'idée d'un piège. Il attacha inconsciemment la main sur le papier qui enveloppait la rose, comme pour s'en protéger. La silhouette se rapprocha. La figure, qui jusqu'alors pouvait être un inconnu, se décolla de l'ombre et prit relief. Le manteau, la façon de tenir la tête, le contour d'un nez qu'il avait tant aimé, tout revenait avec une violence qui faisait trembler la nuit. C'était elle, Helena, vivante, là, à 2 mètres de la pierre gravée. Les yeux de Ricardo cherchèrent le mensonge. Était-ce un leurre? Un mirage? Les poings se serrèrent, la respiration se fit brute. Helena resta un instant, immobile, car elle avait imaginé tant de façons différentes d'entrer dans cette scène et chacune d'elles portait un prix. Elle vit l'état d'épuisement qui avait sculpté les traits de lui, la courbure de sa colonne qui n'existait pas auparavant. Alors, sans détour, sans artifice, elle avança. Ses pas crissaient sur le gravier. Personne ne vint vers eux, le monde sembla retenir son souffle. Elle posa la main sur la stèle, presque comme pour reprendre contact avec la vérité que l'inscription portait. Le silence était enfin complet, électrique. Ricardo tenta d'articuler quelque chose, une question, une accusation, une imploration, mais aucun son ne sortit. La distance entre eux n'était plus une mesure d'espace, c'était une différence de vies entières. Alors elle parla, et sa voix tomba comme une pluie d'été. « C'est moi, papa. Je suis vivante. » Les mots étaient simples. Ils avaient la force des vérités que l'on a trop longtemps contenues. Autour d'eux, la brume se fendit en lambeaux, et pour un instant le monde retrouva sa netteté cruelle. Les yeux de Ricardo s'ouvrirent grands, presque incrédules. Les larmes montèrent, lentes, puis plus vives, tandis qu'il cherchait à comprendre si l'odeur était la même, si la voix portait la même résonance. Helena restait là, la main posée sur le marbre, comme si son geste venait sceller un acte de réparation, ou scier un lien trop lourd à porter. Ce moment, suspendu entre la révélation et la réaction, n'était pas une conclusion. C'était une explosion qui projetait en 1000 éclats les conséquences de toutes les décisions passées. Dans l'ombre, des yeux inconnus observaient. Dans la ville, des téléphones vibraient. Quelque part, des plans qui avaient l'air solides se fissuraient. Le cri muet d'une vérité enfin prononcée exigeait une réponse. Ricardo sentait ses jambes fléchir, non pas de faiblesse, mais d'un affolement qui ouvre des abîmes. Helena, à la fois soulagée et plus terrifiée que jamais, voyait dans le visage du père le coup de son choix. Elle avait préservé sa vie, elle avait brisé son monde. Si cette histoire vous parle, restez pour découvrir pourquoi elle est partie. Si vous pensez connaître la fin, attendez, elle n'a pas encore été écrite. Ils se tinrent longtemps sans parler. Aux alentours, le cimetière retrouvait son calme. Le vent jouait avec les feuilles d'un arbre.
Mais la paix était factice. Des pas pressés se firent entendre. Quelqu'un se hâtait vers l'entrée, peut-être un passant, peut-être une présence moins innocente. Helena sentit une pression au creux du ventre. La vérité l'avait rattrapée plus vite qu'elle ne pensait. Elle avait une mission, des preuves amassées, des vies à protéger, et pourtant elle ressentait un désir primitif d'effacer tout cela et simplement s'enfouir dans la chaleur du regard qui l'avait nourrie depuis toujours. Ricardo osa enfin atteindre une main. Sa paume se posa sur la sienne. Le contact n'était pas un baume, mais une promesse que ce point ne pourrait plus être ignoré. La promesse jadis faite, la promesse tenue malgré le mensonge, se reconfigurait. Les regards se cherchèrent, et l'on put lire sur leurs traits ce que la langue ne disait pas, la reconnaissance, la colère, la douleur, la possibilité d'un commencement. Au loin, une voiture s'arrêta. Un téléphone vibra. Quelqu'un dans l'ombre s'était déplacé. Ce geste, banal en apparence, promettait des conséquences. Les réseaux souterrains qui avaient orchestré le silence depuis des années ne pouvaient rester lointains devant une scène aussi explosive. La réapparition d'Helena risquait d'être le signal d'un engrenage où des hommes puissants tenteraient de reprendre le contrôle. Helena comprit que rester sur cette pierre ne protégerait ni Ricardo ni elle. La main du père dans la sienne était fragile. La réalité, pour l'instant, restait trop bouleversée pour imaginer un plan. Elle devait, immédiatement, anticiper les représailles, organiser une mise à l'abri, contacter Augustin, et surtout, trouver le moyen d'exposer toute la vérité sans sacrifier ce qui restait d'humain entre eux. Mais dans ce lieu sacré, la parole avait trouvé sa liberté. Elle venait d'arracher la vérité au silence, au risque de déclencher une tempête. La décision qui suivrait cette phrase fermera peut-être un cycle ou l'ouvrira davantage. Les pas qui se rapprochaient au loin s'intensifièrent. Ricardo serra la main d'Helena comme si ce geste pouvait la retenir encore un instant. Elle leva les yeux vers lui, et dans cette distance infiniment courte, il lut la fatigue, le labeur, le chagrin et le courage. Tout cela tenait dans 2 mots. Je suis vivante. Le monde n'allait pas reprendre son cours. Les échos de ce mensonge dévoilé allaient se frayer un chemin à travers des chuchotements, des menaces et des alliances qui craqueraient. Les personnages qui faisaient tourner la machine corrompue ne resteraient pas immobiles. Maître Ramalho et ses complices, l'homme trapu qui avait fouillé son sac, la hiérarchie qui se protégeait, tous commenceraient à jouer leur pièce. Helena sut, dans un instant sans aucune poésie, que la vérité exigeait un prix. Elle se préparait à le payer. Ricardo prit une respiration longue. Ses épaules, qui semblaient lourdes au matin, retrouvèrent quelque chose de resserré, prêt à faire face. La rose sur le marbre ballottait, la pluie menaçait, et loin des regards, des mains corrompues se mettaient déjà à planifier pour effacer la faille. Ils passèrent ensemble à côté de la stèle. Les silhouettes des arbres se penchèrent comme pour couvrir leurs pas. Le chemin qui les ramenait vers la voiture du milliardaire était silencieux, mais lourd de promesses et de dangers. La première phrase avait été prononcée. Maintenant, la deuxième étape restait à écrire comment confronter un système qui s'était nourri de secrets, comment prendre la justice sans détruire l'amour resté entre eux. La réponse attendrait, mais la première bataille venait de se déclencher. Les téléphones, dans la ville, commençaient à sonner, des visages se durcirent, des alliances se formèrent dans le noir. Et pour la première fois depuis 2 ans, Ricardo et Helena marchaient l'un à côté de l'autre, non plus séparés par un mensonge, mais réunis par la vérité et par le danger qu'elle apportait. Ils gagnèrent dans la voiture en silence, comme si les mots pouvaient trahir davantage que les pas. La ville, à cette heure encore endormie, semblait déjà s'éveiller à un rythme qui ne leur appartenait pas. Helena ressentit chaque vibration du sol comme une promesse et comme une menace. Ricardo, au volant, regardait la route, mais ses yeux restaient hantés par l'image de la pierre et par la voix qui venait de l'arracher au silence. Ils ne parlèrent pas jusqu'à ce que la maison apparaisse à l'horizon, énorme et vide comme un vaisseau de pierre. Là, derrière les hauts murs, il y avait des pièces où les échos s'accrochaient et des secrétaires au visage las qui prétendaient rester impassibles. Ils savaient qu'ils n'avaient que quelques heures d'avance avant que la nouvelle ne commence à courir. La première décision fut pragmatique. Helena sortit un petit sac, comme si elle ramassait les miettes d'une autre vie. Un lecteur de cartes, des clés USB, des copies imprimées des relevés qu'elle avait réussi à obtenir, des notes griffonnées, l'enregistrement d'une conversation, une photo d'un camion chargé de pièces défectueuses. Tout semblait modeste face à l'étendue du mal qu'elle avait découvert, et pourtant, chaque élément pouvait faire basculer un procès. Augustin devait être averti. Il avait été plus qu'un allié technique. Il avait signé quelques certificats et aidé à comprendre des falsifications médicales. Le journaliste indépendant, celui qui n'acceptait pas d'argent, avait une colonne prête à exploser. Mais Helena savait que la presse seule n'entraînerait pas de condamnation si les documents n'étaient pas solides.
Ricardo prit une décision qui revenait à admettre publiquement une part de sa responsabilité. Il appela son avocat de confiance, une femme d'expérience nommée Luciana, personne de l'intérieur sur laquelle il pouvait compter pour orchestrer la suite de manière mesurée. Sans dramatiser, il lui expliqua la situation. Elena était vivante. Il y avait des preuves de corruption qui mettaient en danger des vies, et il désirait coopérer avec les autorités compétentes. Luciana comprit immédiatement les implications et posa la question que tous avaient retenue en secret. « Avez-vous pris les risques nécessaires pour la protéger jusque-là » Ricardo ne put répondre que par un hoquet d'émotion. Le ton professionnel de Luciana devint plus mordant, mais pas sans humanité. « Nous avons besoin d'une autorité indépendante. Si l'entreprise est impliquée, il faut un médiateur étranger au réseau. » C'est ainsi que l'idée de contacter l'agent fédéral Patricia Mendes fit son chemin. Patricia n'était pas célèbre dans les journaux. Elle préférait travailler dans l'ombre, tissant des dossiers jusqu'à ce qu'ils soient impossibles à défaire. Luciana l'appela, et à l'autre bout du fil, après quelques minutes d'explications et d'hésitations calculées, Elena sentit la voix de la procédure entrer dans son espace intime. « Vous devez m'apporter des preuves. Si elles tiennent, je demande des mandats. Il faudra de la discrétion et de la rapidité. » Le mot « rapidité » sonna froid. Elena imagina la meute d'hommes de Ramallo réagissant sans pitié. Patricia demanda un premier contact discret au siège d'une clinique amie, un lieu neutre, où Augustin pouvait passer les documents et où des agents pouvaient vérifier la chaîne de preuves. Augustin arriva dans les heures qui suivirent, le visage tiré, les mains tachées des nuits passées à reconstituer des bilans et à recouper des factures. Il avait placé sous scellé plusieurs résultats d'analyse et des comptes rendus médicaux qui montraient comment des pièces non conformes, des éléments industriels faussés, avaient provoqué des accidents passés. Il remit aussi à Patricia une cassette, une réunion enregistrementée, où l'on entendait la voix d'un intermédiaire promettant couverture et silence contre des paiements récurrents. Les voix étaient parfois brouillées, mais la structure des échanges, les noms cités, suffirent à ouvrir une brèche. Patricia, sans grand effet dramatique, fit ce que la loi demande. Elle écrivit des demandes de mandat, contacta un juge de confiance, posa des questions précises sur la chaîne de conservation des preuves et déclara qu'elle ne révélerait rien avant d'avoir des garanties raisonnables. La manœuvre suivante fut d'une lenteur stratégique. Il fallait obtenir des ordonnances de perquisition et de gel des comptes bien construites pour que les hommes de Ramallo, prévenus ou non, n'aient pas le temps de disperser ce qui constituait la preuve. Les avocats de la maison furent mis à l'écart. Ricardo accepta de déléguer la communication à Luciana et à un comité externe chargé de la transparence. Il se rendit compte avec un mélange d'horreur et de soulagement qu'il mettait ainsi sa propre fierté et ses réseaux dans la balance. Ce geste, public ou privé, déterminerait la suite. Il se sentait nu, mais aussi étrangement prêt à réparer. Dans les jours qui suivirent, la tension monta comme une pression sous glaciaire. Ramallo sentit qu'une faille s'ouvrait. Il commença ses mouvements habituels, rappeler d'anciens contacts, envoyer des notices à des comptes offshore, suggérer discrètement à certains qu'ils devaient prendre soin de la situation. Mais Patricia avait préparé ses pas. Elle utilisa des enquêtes financières, des interceptions légales et des témoignages protégés. Elle déclencha des mandats ciblés, perquisition dans le bureau d'un comptable lié au transfert, saisie de serveurs dans une entreprise de communication qui avait maquillé rapport, verrouillage d'un coffre contenant contrats et lettres. Chaque perquisition révélait une nouvelle strate de fraude et, peu à peu, les noms se croisaient. Un conseiller municipal, un fournisseur réputé, un député local. Soudain, la petite affaire qui avait commencé par une photo anonyme prenait des proportions institutionnelles. La machine de Ramallo n'était pas infaillible. Comme toute machine humaine, elle vacilla sur des rotors mal graissés. Joachim et Marcos, les exécutants, finirent par s'emmêler dans leurs mensonges. L'un d'eux, interrogé par un commissaire externe, balbutia et tenta de se défendre en désignant un bouc émissaire. L'autre, fatigué de la duplicité, commença à parler en échange d'une protection. Les aveux glissèrent comme des gouttes d'huile sur une flaque. Ils lubrifiaient le mécanisme jusqu'à le bloquer. Mais la vraie clé vint d'un document qu'Elena avait sous-estimé, une facture signée de la main d'un partenaire officiel, datée et portant une référence bancaire traçable. Ce document, relié à l'enregistrement audio, permit à Patricia d'obtenir un mandat de blocage international. Pendant ce temps, à la maison, Ricardo vivait des nuits d'insomnie et des jours où il paraissait absent. Parfois, il se prenait la tête entre les mains et pleurait sans sonner d'alarme ni se mettre en scène. Une après-midi, il invita Elena dans son bureau, la pièce où, autrefois, ils avaient célébré une petite victoire. L'adoption, la signature du contrat qui avait scellé une famille. Il y eut d'abord des mots maladroits, puis une confession, lente et rugueuse. « Je me sens responsable, dit-il. Si j'avais regardé d'un autre œil,
Je te dois plus que des excuses. » Elena le regarda, ressentit la colère et la tendresse, mais avant tout la fatigue de celui qui porte un chagrin depuis trop longtemps. Elle lui parla alors de la perte qui avait creusé son silence. Il y eut un long silence, et dans ce temps sans mots, la reconnaissance de la douleur mutuelle se posa comme une vérité intime. La révélation de la grossesse perdue ne se fit ni en public, ni avec des larmes spectaculaires. Elena choisit la discrétion. Elle parla d'abord à Augustin, qui lui avait expliqué ce que le corps avait subi, qui avait consolé et prescrit des gestes médicaux, mais aussi humains, le temps, l'affection, la permission de pleurer. Elle parla ensuite à Ricardo, à voix basse, comme on confie une faille à un témoin. Les deux pleurèrent, plus par épuisement que par rite. Il y eut des excuses et des pardons, mais surtout une reconnaissance. Chacune de leurs décisions avait coûté, et la réparation ne serait pas immédiate. Ce moment, loin des médias, cimenta leur alliance. Leur conversation laissa flotter une phrase qui deviendrait un repère. Ce n'est pas un retour à ce qu'ils étaient, mais le début d'un travail d'honnêteté et de reconquête. La stratégie judiciaire avança. Patricia, prudente, ne souhaitait pas que la capture se déroule devant un tribunal médiatique, tant que les preuves ne scellaient pas les responsabilités jusqu'au niveau supérieur. Elle pressa cependant l'étau autour des exécutants. Lors d'une opération coordonnée, des agents encerclèrent 2 entrepôts, où l'on stockait des pièces défectueuses destinées à l'exportation. Les caméras de sécurité filmèrent les saisies. Joachim et Marcos furent arrêtés sans heurts majeurs. Leurs aveux furent obtenus sous garde et présentés au juge lors d'une audience d'urgence. Les procureurs posèrent les pièces une à une sur la table, et il devenait difficile pour les avocats de Ramalho de nier l'enchevêtrement de transferts et d'opérations de couverture. La nouvelle fit l'effet d'une onde dans la ville. Le journaliste indépendant publia un dossier argumenté, étayé par des témoignages et par des images déjà saisies légalement. Les médias nationaux prirent le relais. Les manchettes n'étaient pas seulement des attaques, elles posaient une question de fond. Comment des vies avaient-elles été sacrifiées au nom du profit ? La campagne de communication de Ramalho explosa en planification ratée. Sa tentative d'acheter un silence par des communiqués à l'emporte-pièce se heurta à l'évidence accumulée. Devant la pression publique et la solidité du dossier, le parquet élargit l'enquête. Mais comme toute révélation, celle-ci laissa des cicatrices. Certains employés, longtemps protégés par une logique de peur, furent mis en lumière. Carlos, le frère de Ricardo, personnage discret mais influent dans les coulisses, fut convoqué pour expliquer des courriels et des virements. Sa loyauté fut mise à l'épreuve. Il avait, au fil des ans, servi d'intermédiaire sans se rendre compte de la portée réelle de ses actes. Devant l'évidence, il dut admettre que des choix qu'il avait considérés comme administratifs s'étaient transformés en collusion. Sa confession fut une lame pour Ricardo, qui dut affronter non seulement les responsabilités du monde extérieur, mais aussi les trahisons au sein de son cercle le plus proche. Le procès qui suivit fut long et pénible. Les audiences publiques durèrent des semaines. Elena comparaissait, non pas comme une héroïne de film, mais comme une personne qui avait choisi une voie dangereuse. Elle témoigna avec franchise, expliquant pourquoi elle avait simulé sa disparition, comment elle avait recueilli ses preuves, et comment l'amour d'une famille l'avait poussée à préférer la clandestinité. Elle décrivit, avec pudeur, la perte de l'enfant, non comme un instrument émotionnel, mais comme la conséquence redoutée d'un isolement prolongé. Les jurés entendirent des voix d'ouvriers, des témoignages de dépôts de plaintes étouffées, des témoins qui pleuraient en racontant des vies impactées par décisions comptables. Le tribunal ne fut pas un lieu d'exultation morale, ce fut un lieu de compte où la société mesurait ce qu'elle avait laissé faire. La force du dossier permit l'inculpation de maître Ramalho pour complicité, fraude et obstruction à la justice. Il tenta de négocier une réduction de peine en promettant des noms, comme une hydre qui cherche à sauver la tête. Mais la plupart de ses alliés avaient déjà senti le vent tourner. Certains firent amende honorable et signèrent dans des collaborations, d'autres cherchèrent à se dérober. La justice fit son travail sans apologie. Il y eut des condamnations pour certains, des négociations pour d'autres, des procédures en cours pour quelques-uns. La complexité des réseaux fit que tous les responsables ne furent pas immédiatement punis, et cela laissa un arrière-goût amer dans la bouche de beaucoup. Patricia le reconnut. L'enquête avait révélé des strates de responsabilité, mais la lutte n'était pas finie. À la maison, la bataille émotionnelle prit d'autres formes. Ricardo, désormais figure publique qui faisait des déclarations sur la responsabilité sociale de son groupe, fut obligé de regarder la douleur collective. Il promit des changements structurels. Audits indépendants, fonds de réparation pour les victimes d'accidents liés aux pièces défectueuses, programmes de sécurité renforcés. Ces mesures salariales furent accueillies par certains comme des gestes sincères et par d'autres comme une tactique d'image. Elena, qui avait observé la manière dont son père adoptif apprenait la transparence, sut que le temps serait le juge le plus impitoyable. Elle s'attendait à devoir mettre son courage à l'épreuve encore et encore.
Les employés de l'usine, d'abord méfiants, virent des signes concrets. Donna Maria, qui avait souri lorsque la petite avait caché des bonbons sous son oreiller, prit la parole lors d'une réunion publique organisée par l'entreprise et raconta à la tribune ce que cela signifiait de perdre un collègue à cause de pièces défaillantes. Son discours n'était pas un sermon moralisateur, c'était la voix d'une femme qui réclamait simplement sécurité et respect. La direction accepta un programme de réparation et l'embauche d'une commission d'audit externe. Ricardo signa, publiquement et sur le plateau, un engagement de transparence. Pour Elena, l'un des moments les plus durs fut de passer de l'ombre à la lumière dans l'œil du public. Elle n'avait pas cherché la célébrité. Elle était revenue parce qu'elle ne pouvait plus tolérer que d'autres payent le prix de l'avidité. Elle fit face aux caméras à l'occasion d'une conférence de presse, les mots mesurés, la voix qui tremblait par instants. Les questions de la presse cherchèrent à la piquer, à la réduire à un schéma simpliste. Héroïne ou paria? Elle refusa ces catégories. Elle parla d'erreurs, de choix, de pertes, de la nécessité de protéger les plus vulnérables et de bâtir des institutions qui n'avalent pas les vies comme on efface des chiffres. Son témoignage toucha certains, indisposa d'autres, mais il fit avancer la conversation publique. Un geste important fut l'accord de Ricardo à créer un fonds indépendant, géré par une institution externe, pour aider les familles affectées par les accidents. Il utilisa une partie de ses ressources pour garantir que les indemnisations ne seraient pas sujettes au jeu des avocats. Ce geste symbolique mais aussi administratif marqua la prise de responsabilité. Il n'effaçait pas le passé, mais il ouvrait une voie de réparation matérielle. Les employés, qui avaient longtemps craint les retombées économiques, virent dans ce geste une volonté réelle de changer la culture d'entreprise. La justice médicale, économique et sociale avancée, Elena trouva un temps pour elle-même. Elle se retira dans une petite maison au bord d'une rivière, entre deux averses, et y passa des semaines à lire, à voir Augustin et à suivre des thérapies. Elle devait apprendre à accueillir sa propre fragilité et à ne plus porter la solitude comme une armure. Parfois, elle se rendait au cimetière, non pour se cacher dans le mensonge, mais pour éviter que la pierre ne devienne un fardeau inépuisable. La stèle restait un lieu de mémoire, mais il était désormais relié à une promesse de changement plus vaste. Le procès de Ramalho entra dans une phase décisive lorsque plusieurs témoins clés, incluant d'anciens comptables et des directeurs qui avaient accepté des services en échange de contrats, firent des révélations. Les preuves bancaires, recoupées avec des transferts internationaux, révélèrent un système d'influence qui dépassait la seule entreprise. La Cour ordonna des gels de comptes et des restitutions partielles. Ramalho, face à l'ampleur, se rendit compte qu'il ne pourrait pas tout sacrifier pour sa propre survie. Il demanda un accord de plaidé coupable pour certaines charges, ce qui entraîna des peines de prison pour des actes de corruption et des amendes substantielles. Le verdict n'apaisa pas tout. Il permit cependant une certaine forme de justice. La défaite du réseau permit d'ouvrir les procédures pour examiner des normes industrielles mises en échec. Des comités furent créés pour revoir les contrôles qualité et la transparence des marchés publics. Elena fut conviée à témoigner devant des commissions parlementaires, non comme une excentrique, mais comme une personne ayant vécu et compris le mécanisme du mal. Elle parla avec une clarté qui troubla. Elle ne chercha pas à se glorifier, elle expliqua les mécanismes, les résistances, les failles. Son témoignage contribua à des réformes, lentes mais tangibles. Malgré cela, tout n'était pas réparé. Certains innocents avaient perdu leur vie, certaines familles attendraient des années pour obtenir réparation. Certains coupables avaient réussi à masquer des traces. La victoire fut fragile et mêlée de regrets. Elena le savait. Ricardo aussi. Ils n'avaient pas inventé un monde parfait, ils avaient simplement arraché une partie d'un voile. La reconstruction affective prit du temps. Les premiers mois après le procès furent un apprentissage de petites choses. Déjeuner ensemble, accepter de parler des détails du quotidien, reconnaître la douleur de l'autre. Ils instaurèrent des rituels simples. Un dîner tous les dimanches, des appels aux employés, la visite régulière d'une psychologue pour les salariés fragilisés. Certains soirs, ils se surprenaient à rire, à découvrir des plaisirs qu'ils avaient délaissés dans le tumulte des responsabilités. D'autres soirs, le silence revenait, lourd, rappelant que des blessures ne se referment pas instantanément. Dans ce chemin, un geste symbolique prit une importance immense. La tombe qui avait accueilli la rose n'était plus synonyme de secret. Ils décidèrent, d'un commun accord, de faire en sorte que cet endroit devienne un lieu de mémoire et d'engagement. Avec l'autorisation administrative, ils retirèrent l'ancienne pancarte qui avait été posée lors de l'enterrement improvisé. À la place, ils firent sculpter une plaque modeste, mentionnant le nom de la personne mais aussi un engagement. En mémoire des pertes causées par l'indifférence, pour l'engagement au respect de la vie. Ils plantèrent un jeune arbre à côté du marbre, une essence solide, lente, destinée à croître avec le temps. Le geste fut simple mais solennel. Il n'effaçait pas la douleur,
mais il promettait qu'on ne laisserait plus le lieu être seulement un tombeau de secrets. Le jour de l'inauguration, Elena se tenait devant la stèle, la terre fraîchement retournée entre ses mains. Ricardo se plaça à ses côtés, et autour d'eux, quelques employés, Donna Maria, Augustin, Luciana et même Patricia, venus sans uniforme mais avec une présence discrète. Elena n'avait pas prévu un discours long. Elle voulait surtout que le lieu change de sens. Elle posa la main sur la pierre, puis la retira et regarda son père adoptif. Il y eut 2 ou 3 respirations communes, et elle prononça à nouveau, mais cette fois moins comme une révélation qu'auparavant, et davantage comme une promesse partagée. « C'est moi, papa, je suis vivante !» Le sens des mots avait évolué. Ils ne cherchaient plus à clore une hypocrisie, mais à reconnaître une route débutée ensemble. Le public, réduit mais respectueux, accueillit la déclaration avec une émotion palpable. Les employés approchèrent la nouvelle plaque, déposèrent des fleurs, murmurèrent des noms. Elena en profita pour remettre au comité externe un dossier proposé de réparation, liste de familles à contacter, proposition de suivi psychologique, budget pour la sécurité. Tout cela n'était pas de la rédemption automatique, mais c'était un plan. L'engagement public de Ricardo fut enregistré. Il s'engagea à ce que la fondation de réparation soit indépendante et auditable. Les premières réunions furent tendues, mais elles eurent lieu. Les semaines qui suivirent furent consacrées à la mise en œuvre. Elena participa à des séances de médiation, organisa des rencontres avec les familles, visita des ateliers où l'on avait travaillé dans des conditions discutables. Elle entendit des récits qui l'affectèrent profondément, des parents qui avaient perdu des enfants, des ouvriers qui souffraient de blessures et de dettes. Ces rencontres nourrirent son engagement et donnèrent une réalité à sa quête. Elle avait cessé d'être une silhouette fuyante pour devenir une défenseuse concrète. Le rôle de Ricardo changea aussi. Il comprit que le pouvoir pouvait servir à réparer et non seulement à dominer. Il embaucha des conseillers indépendants, invita des représentants syndicaux au comité de sécurité et supprima certaines pratiques d'externalisation douteuses. Ces décisions eurent un impact sur les bénéfices à court terme, mais elles modifièrent la culture de l'entreprise à plus long terme. Quelques actionnaires protestèrent, d'autres s'en accommodèrent, convaincus que la stabilité à long terme valait mieux que l'appât d'un gain immédiat. L'entreprise perdit quelques contrats, gagna néanmoins une réputation de transparence progressive. Avec le temps, la vie d'Elena se démêla en fils moins noués. Elle resta marquée par les pertes, mais moins accablée par la culpabilité. Elle poursuivit un travail qui mixait l'accompagnement juridique et l'action sociale. Des programmes de prévention, des formations au sein des usines, des campagnes de sensibilisation dans les écoles et les quartiers. Elle trouva dans cette activité une manière de continuer à honorer la mémoire de ceux qui n'avaient pas été entendus. Il y eut des moments de rechute. Un ancien dirigeant obtint une décision de justice qui réduisit sa peine, et ce geste rappela que la justice n'est pas uniforme et que les compromis ne satisfont jamais pleinement. Un avocat habile réussit à reporter un procès, et la presse relança d'anciennes accusations. Les réseaux d'influence réapparaissaient parfois sous d'autres formes. Elena et Ricardo apprirent à vivre avec cette fragilité. La victoire était réelle mais incomplète. Des années plus tard, la maison avait retrouvé un rythme moins funèbre. Les dimanches n'étaient plus seulement la procession vers la tombe. Ils étaient à l'occasion d'invitations, de repas, de lectures partagées. Elena avait repris, progressivement, des gestes d'antan. Elle souriait lorsque quelqu'un lui offrait un chocolat, elle racontait des anecdotes, elle s'ouvrait à la possibilité d'aimer de nouveau, sans précipitation. Elle n'ignorait pas la blessure, elle la portait comme on porte une cicatrice qui rappelle un danger évité. Un soir d'automne, longtemps après que les sirènes se soient tues, elles allèrent, une fois encore, au cimetière. L'arbre planté à côté du marbre avait grandi d'une ampleur tranquille. Ses racines s'étaient blindées au sol comme un réseau patient. La plaque, doucement patinée, portait l'inscription qui désormais avait changé de sens pour tous. Elle rappelait la perte, la responsabilité et l'engagement. Elena posa sa main sur le tronc et sentit la rugosité de l'écorce, simple, honnête. Ricardo posa la main sur son épaule, sans mots, et elle sut que dans ce geste il y avait un accord, continuer à faire même quand le monde tend à oublier. La justice avait fait son travail dans une mesure humaine, des peines de prison pour certains, des amendes, des réparations, mais aussi des concessions, des procès en attente, des concessions légales. Le système n'était pas parfait, mais il avait permis de redresser un pan de mal. Les vies affectées avaient reçu une reconnaissance matérielle et, plus important, la voix voulue qui n'avait pas été étouffée. Les employés avaient obtenu des garanties. La société avait été obligée à regarder la valeur de la vie au-delà des chiffres. Le jour où l'entreprise signa officiellement un pacte de transparence avec une institution internationale, Elena fut invitée à parler. Elle était désormais moins une victime et plus une actrice transformée.
Devant une salle comble, elle ne parla pas comme une héroïne, mais comme quelqu'un qui avait choisi un chemin risqué et qui en assumait les conséquences. « Je suis vivante, dit-elle avec fermeté, et je veux que cela signifie autre chose que ma survie. Je veux que cela signifie que nous prenons soin des vivants. » Ces mots furent applaudis, mais surtout, ils furent reçus comme un engagement. À la fin, le cimetière resta un repère. Ce qui avait été un lieu de mensonge était devenu un instrument de mémoire. La stèle ne fut pas effacée, elle fut réécrite en quelque sorte par des actes et par de nouvelles inscriptions. Des noms d'associations, des dates de création de fonds, des poignées de main publiques. Le marbre accueillit désormais aussi des fleurs régulières, non comme un rituel solitaire, mais comme un symbole de vigilance collective. La voix de la ville se calma. Les journaux eurent d'autres sujets. Mais pour ceux qui avaient vécu la tempête, rien ne serait jamais semblable à ce qu'il avait été. La vérité, lâchée au cimetière, avait déclenché une suite d'effets qu'ils avaient appris à gérer, à corriger et parfois à supporter. Ils avaient payé des prix, la fuite, la perte d'un enfant, la douleur des nuits, mais ils avaient aussi retrouvé lentement la possibilité de construire quelque chose de plus juste. Les entreprises, les institutions et les vies individuelles étaient restées marquées. La reconstruction n'était pas une célébration, mais un travail continu. Au moment où Helena plaça une dernière fois une rose blanche sur la pierre, elle ferma les yeux. Elle sentit la terre froide, la texture du pétale contre sa peau, la mémoire de la petite qui avait ri en cachette. Ricardo se tint à côté, regardant loin. Aucune phrase n'était capable d'embrasser l'ensemble de ce qu'ils avaient vécu. Mais une chose était claire, ils avaient choisi la vérité, malgré le prix. Ils avaient appris que la protection n'est pas toujours la dissimulation. Parfois, la protection exige de rendre le monde plus sûr pour tous. Sur le chemin du retour, Helena glissa la main dans celle de Ricardo. Ils n'étaient pas guéris, pas effacés, mais ils avançaient. Ils avaient planté un arbre, ouvert des comptes, porté des accusations et reçu des condamnations. Ils avaient perdu et reconstruit. Et là, dans ce geste simple, la voix intérieure d'Helena murmura encore la phrase qui avait tout déclenché, mais désormais moins comme une révélation explosive et plus comme un rappel intime « Je suis vivante ». Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits inspirés par des combats réels et partagez vos pensées.